Question de politique. Combien d'argent envisagez-vous de donner aux habitants du Groenland pour les rallier à une éventuelle... Je ne parle pas d'argent pour le Groenland pour l'instant. Je pourrais en parler, mais pour le moment, nous allons faire quelque chose avec le Groenland, qu'il le veuille ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine prendront le contrôle du Groenland et nous n'allons pas avoir la Russie ou la Chine comme voisins. D'accord? Je préférerais conclure un accord, vous savez, de la manière facile. Mais si on ne le fait pas de la manière facile, on le fera de la manière difficile. Et je suis un homme. Et au passage, je suis aussi un fan du Danemark. Je dois vous le dire, et je suis. Et vous savez, ils ont été très gentils avec moi. Je suis un grand fan. Mais vous savez, le fait qu'ils aient fait accoster un bateau là-bas il y a 500 ans ne veut pas dire qu'ils possèdent la Terre. Je suis sûr que nous avons eu beaucoup de bateaux qui y sont allés aussi. Mais nous avons besoin de cela. Parce que si vous regardez juste à l'extérieur du Groenland en ce moment, il y a des destroyers russes. Il y a des destroyers chinois, et plus gros encore. Il y a des sous-marins russes partout dans la zone. Nous n'allons pas laisser la Russie ou la Chine occuper le Groenland. Et c'est ce qu'ils vont faire si nous ne le faisons pas. Donc, nous allons faire quelque chose avec le Groenland, soit de la manière gentille, soit de la manière plus difficile. Allez-y, madame. Monsieur le Président, pourquoi est-ce si important pour vous d'en être propriétaire, alors que vous avez déjà une présence militaire là-bas, que vous pourriez étendre pour assurer la sécurité? Parce que quand nous en sommes propriétaires, nous le défendons. On ne défend pas des baux de la même manière. Il faut en être propriétaire. Et vous savez, avec une nation, regardez ce qui s'est passé avec Obama et cet accord horrible qu'ils ont conclu avec l'Iran. C'était un accord à court terme. C'était comme un accord de 9 ans. Les pays ne peuvent pas conclure des accords de 9 ans, ni même de 100 ans. Les pays doivent avoir la propriété. Et on défend la propriété. On ne défend pas des baux. Et nous devrons défendre le Groenland. Si nous ne le faisons pas, la Chine ou la Russie le feront. Ça n'arrivera pas. Nous n'allons pas, et j'aime la Chine, j'aime la Russie. J'adore le peuple chinois. J'adore le peuple russe. Je m'entends très bien avec le président Poutine. Mais je suis très déçu par lui. Je m'entends très bien avec le président Xi. Je vais aller en Chine en avril. Mais je ne veux pas qu'ils soient nos voisins au Groenland. Ça n'arrivera pas. Et au passage, et l'OTAN doit comprendre que je suis totalement pour l'OTAN. J'ai sauvé l'OTAN. Si ce n'était pas pour moi, vous n'auriez plus d'OTAN aujourd'hui. Les enjeux géopolitiques et militaires n'ont jamais été aussi significatifs depuis la Seconde Guerre mondiale, un constat qui n'échappe à personne dans le monde actuel. Les tensions croissantes entre grandes puissances, les rivalités économiques et territoriales, ainsi que les confrontations militaires à travers le monde, renforcent cette affirmation. C'est une réalité que l'on ne peut ignorer et qui mérite une analyse approfondie pour comprendre les implications que cela pourrait avoir sur l'équilibre mondial. Il est intéressant de se pencher sur un exemple précis de cette dynamique géopolitique. Le Groenland, un territoire qui pourrait jouer un rôle stratégique majeur dans les années à venir. Mais pourquoi un endroit aussi éloigné et peu peuplé est-il devenu un enjeu géopolitique de première importance? L'histoire nous montre que tout ne repose pas uniquement sur la richesse en ressources naturelles ou sur la taille d'un territoire, mais aussi sur sa position géographique et sa capacité à influencer les lignes de communication, qu'elles soient maritimes ou aériennes. Le Groenland, une île immense, constitue en réalité la plus grande île au monde, à l'exception des continents. Si l'on se place du point de vue d'un stratège militaire ou d'un analyste géopolitique, la question n'est plus seulement celle de l'accessibilité aux ressources naturelles, mais bien celle de son emplacement au centre des routes stratégiques. En effet, la position géographique du Groenland en fait un point névralgique pour toute surveillance aérienne et maritime dans l'hémisphère nord, notamment pour les trajets aériens reliant l'Europe à l'Asie. Imaginez un instant que vous preniez un vol depuis Paris en direction de Tokyo. La trajectoire la plus courte, qui respecte les principes de la géodésie, passe par le pôle Nord et survole le Groenland. Ce n'est pas un hasard. En raison de la courbure de la Terre, les trajets les plus courts, connus sous le nom de grands cercles, impliquent souvent des itinéraires passant par des régions polaires. Cette réalité géographique, loin d'être une simple curiosité, a une implication géopolitique et militaire capitale. En effet, si un avion commercial peut emprunter cette route pour un trajet plus rapide, un missile, lui aussi, pourrait suivre cette même trajectoire pour atteindre sa cible en un temps beaucoup plus court. C'est là que réside une part de la stratégie d'enjeu autour de cette île. Le Groenland se trouve donc au cœur d'une zone de surveillance et d'interception aérienne et maritime. Les États-Unis et le Canada se partagent une grande partie de cette surveillance via des bases de militaires,
notamment dans la région du cercle polaire. Ce contrôle de l'espace aérien et maritime est crucial car la surveillance ne concerne pas seulement les avions de ligne ou les navires marchands, mais aussi les mouvements militaires, notamment les essais de missiles et les déploiements de forces stratégiques. Les États-Unis, mais aussi leurs alliés, ont donc tout intérêt à renforcer leur présence dans cette région pour maintenir une capacité d'interception rapide. L'importance stratégique du Groenland ne se limite toutefois pas à cette seule dimension. Le changement climatique a profondément modifié les dynamiques de circulation maritime dans la région. Autrefois recouvert par une banquise impénétrable, le passage maritime entre l'Atlantique et le Pacifique est désormais accessible, ce qui a transformé le Groenland en un point de passage privilégié pour les routes commerciales. Mais ce n'est pas seulement un enjeu commercial, c'est aussi une question de souveraineté et de contrôle militaire. Les sous-marins qui circulent sous la glace et les eaux profondes ont également une place dans cette nouvelle dynamique. L'accessibilité de certaines routes maritimes auparavant inaccessibles change également les règles de surveillance. Ces sous-marins, invisibles à l'œil nu et difficilement détectables par les radars traditionnels, naviguent dans ces eaux froides et profondes, usant de leurs instruments pour se repérer dans ce monde sans lumière, une réalité où tout est guidé par les sons et les instruments de bord. Cet aspect méconnu du passage sous la glace polaire a des conséquences considérables pour la stratégie militaire mondiale, car il rend encore plus difficile la détection d'activités sous-marines hostiles. Et cela ne concerne pas seulement les États-Unis, mais également leurs adversaires, comme la Russie. Les bases militaires dans cette région sont donc bien plus que des points d'observation. Elles jouent un rôle fondamental dans la projection de la puissance militaire à travers l'hémisphère nord. Au-delà de leur utilité pour le contrôle de l'espace aérien et maritime, ces bases sont des nœuds stratégiques pour les opérations militaires à long terme. L'importance de la région est d'autant plus évidente dans le contexte des tensions croissantes entre grandes puissances, notamment les États-Unis, la Russie et la Chine, qui cherchent tous à contrôler ces routes et ces territoires riches en ressources et stratégiquement positionnés. Ce contrôle de l'Arctique, et notamment du Groenland, est ainsi devenu une question de souveraineté et de domination mondiale. Mais ce n'est pas qu'une affaire de géopolitique classique. La guerre moderne est une guerre de perception, d'information et de capacité technologique. Dans ce cadre, chaque mouvement, chaque base et chaque contrôle de territoire devient un élément clé de la grande stratégie mondiale. Le Groenland, en raison de sa position centrale, se trouve donc au cœur de cette lutte pour l'influence mondiale. Le Groenland ne représente pas seulement une île isolée dans l'Atlantique Nord. Il incarne un enjeu géopolitique et militaire majeur dans un contexte mondial de plus en plus tendu, où chaque territoire et chaque route maritime est l'objet de convoitises stratégiques. Les États-Unis, mais aussi d'autres puissances mondiales, l'ont bien compris. Ce n'est pas simplement un territoire qui se dispute pour ses ressources naturelles, mais un levier dans un jeu d'échecs géopolitique d'une portée planétaire. Dans la situation géopolitique actuelle, les enjeux autour du Groenland, loin d'être une simple question de ressources naturelles ou de positionnement stratégique, prennent une toute autre dimension lorsqu'on les examine à travers le prisme des rivalités mondiales et des projections militaires à long terme. Mais qu'en est-il réellement des forces présentes dans cette zone? Les États-Unis, la Russie, les pays européens et même les Chinois s'intéressent de plus en plus à cette région, mais les interactions ne sont pas aussi nombreuses que l'on pourrait le penser. Les acteurs géopolitiques qui gravitent autour de cette région sont peu nombreux et sont principalement des nations dotées d'une puissance militaire et d'une technologie avancée, capables d'opérer dans des environnements aussi hostiles et isolés que l'Arctique. En ce qui concerne la présence militaire, les Russes, les Américains, les Canadiens et les Anglais sont les principaux pays qui peuvent opérer dans la région, bien qu'aucun d'entre eux n'y soit présent de manière permanente. En effet, l'accès au Groenland et à ses environs est extrêmement limité et ce n'est pas un terrain d'intervention facile. Les conditions climatiques difficiles, le manque d'infrastructures adaptées et la dangerosité de l'environnement en font une zone particulièrement complexe à surveiller et à contrôler. Les sous-marins nucléaires, par exemple, sont l'un des rares moyens permettant d'opérer sous ces conditions extrêmes, mais même dans ce cas, les défis restent considérables. L'isolement géographique de la région et la difficulté d'y naviguer en font un terrain d'opération limité, tant en termes d'effectifs que d'équipements. Les sous-marins nucléaires, bien qu'efficaces pour se déplacer sous les glaces, se retrouvent confrontés à des limites imposées par la configuration géophysique de la région. En effet, la banquise, qui recouvre une grande partie de l'Arctique, forme un plafond naturel qui empêche tout mouvement libre à la surface.
Dans cet environnement hostile, une autre question se pose. Pourquoi l'ancien président Donald Trump a-t-il tant insisté sur l'importance stratégique du Groenland, au point de proposer son acquisition par les États-Unis? Pour comprendre cela, il faut se plonger dans la logique militaire qui se cache derrière cette proposition. Trump et ses conseillers ont estimé que le contrôle du Groenland serait une étape déterminante dans la protection des intérêts stratégiques des États-Unis, notamment pour contrer les ambitions croissantes de la Chine et de la Russie dans la région. Leur crainte principale? Que ces deux puissances ne parviennent à pénétrer l'Amérique du Nord en utilisant le Groenland comme tremplin, tout en prenant le contrôle des nouvelles routes commerciales arctiques rendues accessibles par le réchauffement climatique. En effet, la fonte des glaces, accélérée par les changements climatiques, ouvre de nouvelles routes maritimes qui, par le passé, étaient bloquées par l'épaisse couche de glace permanente. Désormais, avec l'assouplissement de la banquise pendant les mois d'été, il devient possible de naviguer sur des itinéraires tels que le passage du Nord-Est, qui relie l'Asie à l'Europe en traversant l'Arctique, ou encore le passage du Nord-Ouest, qui longe les côtes canadiennes. Ces routes permettent de réduire significativement le temps de transit des navires, économisant ainsi plusieurs semaines de traversée, ce qui représente un avantage logistique considérable, surtout pour le commerce international. En conséquence, le Groenland se trouve au centre de ces nouvelles routes maritimes. Pour les Américains, contrôler cette région permettrait de verrouiller ces passages stratégiques et d'empêcher toute autre puissance d'y accéder librement. Mais au-delà de l'aspect commercial, il y a également un enjeu de sécurité militaire. L'accès à ces routes maritimes et le contrôle des points de passage sont essentiels pour garantir la supériorité militaire des États-Unis dans la région. C'est un levier stratégique de plus en plus important, à mesure que les États-Unis, la Russie et la Chine se livrent une bataille pour le contrôle des routes commerciales maritimes et des zones riches en ressources naturelles dans l'Arctique. Cela dit, la présence des Chinois et des Russes dans la région est encore modeste. Bien que des brise-glaces chinois aient commencé à s'aventurer dans ces eaux, il n'y a pas encore eu de déploiement militaire direct. Les activités chinoises et russes se limitent principalement à la surveillance et à l'investissement dans les infrastructures maritimes, comme les brise-glaces et les ports, afin d'assurer un accès libre aux nouvelles routes commerciales. Mais cette présence reste relativement discrète et pour le moment ne constitue pas une menace immédiate pour les États-Unis. En revanche, avec l'évolution du climat, la situation pourrait changer. À mesure que les glaces fondent et que ces passages deviennent plus navigables, il est probable que la concurrence pour le contrôle de ces voies maritimes s'intensifie, attirant davantage d'acteurs internationaux dans la région. Loin d'être un territoire inoccupé, le Groenland représente donc un terrain d'affrontement potentiel entre puissances mondiales. Si la situation est actuellement relativement calme, l'avenir de la région pourrait se dessiner sous des auspices bien plus compétitifs. Le réchauffement climatique n'est pas seulement un défi environnemental, mais aussi un facteur déterminant dans les relations internationales de demain. Trump, en exprimant son intérêt pour le Groenland, n'a fait que pointer du doigt une réalité géopolitique qui pourrait bien redéfinir les rapports de force à l'échelle mondiale dans les années à venir. Le Groenland, dans ce contexte, n'est plus seulement un îlot glacé du Nord, mais une pièce maîtresse dans le grand jeu de la domination géopolitique. Les tensions pourraient donc s'intensifier à mesure que les puissances mondiales se positionneront pour prendre le contrôle de ces routes stratégiques qui offrent non seulement un accès direct à des zones commerciales en pleine expansion, mais aussi une place centrale dans les nouvelles dynamiques de sécurité et de défense. Il existe un autre point essentiel dans le contexte actuel de la géopolitique mondiale, et celui-ci concerne la question de la fiabilité des alliés, en particulier les États-Unis. Une question qui semble simple, mais qui mérite d'être examinée de près. Les États-Unis sont-ils encore réellement nos alliés? C'est un point délicat, surtout dans un moment où la politique extérieure américaine est dictée par des décisions qui ne correspondent pas toujours aux intérêts de ses partenaires historiques. Ce constat se fait particulièrement ressentir avec l'attitude adoptée par l'administration Trump à propos de certains dossiers cruciaux, comme la gestion du Groenland ou encore la posture vis-à-vis des alliances non traditionnelles, notamment au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Prenons l'exemple précis du Groenland. Alors que ce territoire fait partie du Danemark et été protégé par le traité de l'Atlantique Nord, les ambitions de Donald Trump de le voir transférer aux États-Unis soulèvent de nombreuses interrogations. L'idée que ce soit pour des impératifs de défense est clairement fallacieuse, car il existe déjà un dispositif de défense en place, dirigé principalement par les Américains et les Canadiens dans le cadre du NORAD, North American Aerospace Defense Command,
ainsi que du Northcom, qui assure la protection du continent nord-américain. Ces organisations militaires surveillent constamment l'espace aérien et les menaces potentielles, notamment via des satellites et autres systèmes de détection avancés. Il est donc légitime de se demander si les États-Unis, sous la présidence de Trump, poursuivent réellement des objectifs de défense collective ou s'ils poursuivent dans des ambitions plus territoriales et économiques. Cela nous amène à la question des alliances internationales. L'OTAN que les États-Unis ont traditionnellement soutenue et protégée est-elle encore le ciment solide sur lequel reposent nos relations militaires et diplomatiques? Les États-Unis, en prenant des décisions qui semblent souvent égoïstes et unilatérales, risquent-elles de fragiliser cette organisation de défense collective? Au fil du temps, les relations transatlantiques, autrefois solides et indéfectibles, se voient remises en question. Si cette dynamique se poursuit, il était légitime de se demander si l'OTAN restera encore une alliance cohérente et si la solidarité entre les membres pourra perdurer face à des divergences de plus en plus marquées. La politique d'un seul homme, en l'occurrence celle de Donald Trump, commence à semer le doute au sein des alliés traditionnels des États-Unis, comme le montre son attitude vis-à-vis du Groenland et de la défense de ses partenaires. L'Europe, de plus en plus inquiète, pourrait se retrouver isolée si ce climat de méfiance s'intensifie. Un point fondamental dans ce contexte est de comprendre que la politique internationale des États-Unis ne dépend pas uniquement de l'agenda d'un seul homme, mais d'une dynamique complexe qui inclut la volonté de la majorité des citoyens américains qui, dans une large mesure, soutiennent encore ce genre de décision. Cependant, cette politique unilatérale et parfois contradictoire entre l'exécutif et le législatif montre que les États-Unis risquent de s'isoler peu à peu, en particulier si cette approche de l'Amérique d'abord continue d'être dominante dans leur prise de décision internationale. Mais la question qui se pose au-delà de l'attitude de Trump est la suivante. Jusqu'à quel point un pays peut-il prétendre être un allié fiable s'il prend des décisions qui vont à l'encontre des principes de coopération internationale et de solidarité? L'histoire nous enseigne que la loyauté entre alliés a toujours été une valeur précieuse, mais elle a aussi été mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les événements marquants de l'histoire, comme la trahison de Napoléon ou les ruptures au sein d'alliances militaires pendant les deux guerres mondiales. Cette question de la loyauté et de la confiance réciproque entre alliés reste au cœur de notre réflexion sur la place des États-Unis dans le monde d'aujourd'hui. À un niveau plus global, se pose aussi la question des stratégies à long terme et de leur influence sur l'ordre mondial. La situation actuelle en Asie de l'Est, par exemple, mérite d'être scrutée de près. Cette région du monde est un carrefour stratégique d'importance capitale, non seulement pour les États-Unis et leurs alliés, mais aussi pour des puissances comme la Chine. Le conflit latent concernant Taïwan en est un exemple parfait. Il est crucial de comprendre les enjeux liés à Taïwan, qui est bien plus qu'une simple île au large de la Chine. L'histoire de Taïwan est marquée par une division historique avec la Chine continentale, une division née de la guerre civile chinoise, où les nationalistes de Chiang Kai-shek se sont réfugiés à Taïwan après leur défaite face aux troupes communistes de Mao Zedong. Depuis lors, Taïwan a maintenu son indépendance de facto, bien qu'elle ne soit pas reconnue comme un État indépendant par Pékin. En revanche, Pékin considère Taïwan comme une province de la Chine, qu'il doit récupérer, quitte à recourir à la force si nécessaire. La Chine, sous la direction de Xi Jinping, a clairement fait savoir qu'elle aspirait à réunifier Taïwan avec le reste du pays, ce qui fait de cette île un point de tension majeur dans la région. La situation géopolitique autour de Taïwan est donc cruciale, et son avenir est intimement lié à la stabilité de l'Asie-Pacifique et aux intérêts américains dans la région. L'influence croissante de la Chine dans cette zone, couplée à sa volonté d'imposer son pouvoir sur Taïwan, pourrait bien modifier l'équilibre des forces en Asie et par ricochet l'ordre mondial. C'est dans ce contexte que la présence militaire américaine et de ses alliés dans la région devient déterminante. La France, par exemple, dispose de territoires d'outre-mer en Asie, comme la Polynésie française, qui joue un rôle stratégique majeur. Bien que la France soit éloignée géographiquement des zones de tension, sa présence dans l'océan Pacifique, notamment à travers la Polynésie française, représente un atout essentiel pour l'équilibre maritime et économique de la région. En effet, la Polynésie française constitue environ 50% de la zone économique exclusive de la France dans le Pacifique, un territoire vital pour les enjeux économiques et militaires de la nation. Il est donc impératif pour les puissances occidentales de maintenir une présence dans cette zone pour contrebalancer l'expansion de la Chine et préserver un ordre international fondé sur des principes de coopération et de sécurité collective. Ainsi,
Alors que le monde assiste à une montée en puissance de la Chine, la situation de Taïwan et de la région Asie-Pacifique dans son ensemble demeure l'un des points de tension les plus importants dans le paysage géopolitique mondial. Les stratégies militaires et diplomatiques des États-Unis, de leurs alliés et de la Chine continueront de façonner les relations internationales, et la question de la loyauté des alliances, notamment avec les États-Unis, reste au cœur des préoccupations. L'un des enjeux géopolitiques les plus intenses de notre époque réside sans doute dans la situation de Taïwan et dans les ambitions de la Chine pour réintégrer l'île à son territoire. Ce désir de récupération, ancré dans la politique chinoise depuis la fin de la guerre civile, n'a jamais cessé d'être au cœur des préoccupations de Pékin. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de la Chine sous la direction de Xi Jinping, la question de Taïwan devient plus pressante que jamais. Pékin, dirigé par un président résolu à inscrire son nom dans l'histoire, rêve de réaliser ce qu'il considère comme un objectif fondamental, la réunification de la Chine, dont Taïwan fait partie intégrante selon la vision de Pékin. Et il n'a jamais été aussi clair qu'il envisage cette récupération pour une échéance bien précise. 2029, année où le Parti communiste chinois célébrera son 80e anniversaire. Toutefois, Xi Jinping, en bon stratège, désire accomplir cet objectif bien avant cette date symbolique. Il aspire à être celui qui aura accompli ce que son prédécesseur n'a pas réussi à réaliser, la réintégration de Taïwan. Il faut rappeler que le président chinois ne fait pas que parler de ce projet, il l'a clairement annoncé. Lorsqu'un dirigeant affirme ses intentions aussi ouvertement, on peut être assuré qu'il a déjà mis en place des stratégies pour les réaliser. Xi Jinping n'est pas le genre de leader à faire des promesses sans en préparer les moyens. En réalité, la Chine s'approche de cet objectif avec une détermination implacable. La récupération de Hong Kong, après des décennies de promesses d'autonomie, en est un exemple frappant. Cette réussite a servi de tremplin à Pékin, consolidant sa vision du rêve chinois, selon lequel la domination de la Chine sur ses anciennes terres est inévitable. Mais la situation de Taïwan est bien différente. L'île, avec sa population de 23 millions d'habitants, reste un bastion de résistance où le nationalisme taïwanais se heurte à l'aspiration de Pékin à la réunification. Les enjeux sont donc multiples, et la question est désormais de savoir comment la Chine va procéder pour récupérer Taïwan. Certains analystes estiment que Pékin pourrait recourir à des méthodes plus subtiles avant d'envisager une invasion militaire directe. Un blocus économique et maritime pourrait être la première étape. En exerçant une pression maximale sur l'île, la Chine pourrait rendre la vie impossible aux Taïwanais, dans l'espoir de les contraindre à une soumission pacifique, à l'image de ce qui s'est passé à Hong Kong. Toutefois, si cette approche échoue, une option plus brutale pourrait bien s'imposer, une invasion militaire. Bien que Pékin n'ait pas exclu cette possibilité, l'issue de celle-ci reste incertaine. Un conflit de cette envergure aurait des conséquences internationales graves, non seulement pour la Chine, mais aussi pour ses adversaires régionaux et mondiaux. Mais l'invasion militaire, même si elle doit avoir lieu, ne se fera pas sans une préparation minutieuse, tant sur le plan militaire que diplomatique. Un des points essentiels à prendre en compte dans ce contexte est la capacité de Taïwan à résister. L'île, bien que située au centre des ambitions chinoises, dispose de nombreux atouts. L'un des plus importants est sans doute son rôle clé dans la production de semi-conducteurs de pointe. Taïwan est en effet le principal fournisseur mondial de circuits électroniques, en particulier les puces utilisées dans des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle. Ces composants, fabriqués par des entreprises comme TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sont essentiels pour les industries mondiales de haute technologie. Les Chinois le savent d'os bien, et c'est sans doute pour cette raison que Taïwan bénéficie d'un statut stratégique aussi important. La Chine pourrait bien avoir l'intention de s'emparer de Taïwan pour contrôler cette industrie vitale, mais tant que l'île reste la capitale mondiale des semi-conducteurs, elle bénéficie d'un atout majeur pour repousser les velléités de Pékin. D'ailleurs, les États-Unis ont bien conscience de l'importance de cet aspect. Trump, durant son mandat, a tenté de rapatrier certaines des usines de semi-conducteurs de Taïwan aux États-Unis dans le but de sécuriser la chaîne d'approvisionnement américaine. Mais les Taïwanais ont pris soin de conserver leur expertise dans la fabrication de ces technologies avancées, en partie pour se prémunir contre une éventuelle appropriation de leur industrie par la Chine. Pour Taïwan, ces semi-conducteurs sont bien plus qu'un simple produit industriel. Ils sont sa garantie de survie. La Chine, bien qu'ayant considérablement progressé dans ce domaine, n'a pas encore les moyens de concurrencer Taïwan dans la production de puces de haute technologie.
C'est donc un secteur clé pour l'avenir de l'île, et son contrôle pourrait être la clé pour maintenir son indépendance face aux pressions chinoises. Cependant, un autre facteur important dans cette dynamique géopolitique est la question militaire, en particulier la présence de sous-marins nucléaires dans la région. Ces sous-marins, véritables fantômes des océans, sont l'ultime garant de la dissuasion. Lorsqu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins SNLE est en mission, sa position exacte est un secret absolu. Seules quelques personnes à bord connaissent l'emplacement exact du sous-marin, et même les autorités supérieures, comme celles à Paris, ne connaissent que l'océan dans lequel il opère, sans savoir précisément où il se trouve. Ces sous-marins sont conçus pour être invisibles, et leur présence dans la région asiatique est un symbole de la puissance militaire de nations comme la France, qui, bien que géographiquement éloignée, joue un rôle stratégique dans les équilibres mondiaux. Ces sous-marins sont prêts à intervenir en cas de nécessité, et leur capacité à se dissimuler dans l'immensité des océans en fait des instruments de dissuasion redoutables. Leurs missions sont claires: maintenir la capacité de frappe nucléaire tout en restant invisibles et prêts à répondre à toute menace. C'est une sorte de promesse silencieuse, un engagement tacite que ces sous-marins représentent une force de frappe qui reste toujours présente, même lorsque tout semble calme en surface. Les ordres peuvent être donnés sans que quiconque sache exactement où se trouve le sous-marin, mais il sera toujours en position pour réagir rapidement et efficacement. C'est ainsi que fonctionne la dissuasion nucléaire moderne: l'incertitude sur l'emplacement et la possibilité d'une frappe de représailles rapide. Cette situation, cependant, nous amène à une réflexion plus large sur la stabilité mondiale et l'équilibre des forces. À mesure que les tensions autour de Taïwan, du Groenland ou encore des routes commerciales mondiales augmentent, il devient évident que nous entrons dans une ère où les anciennes dynamiques de coopération internationale sont de plus en plus fragiles. La montée en puissance de la Chine, la politique étrangère de l'administration Trump et l'isolement progressif de certains pays, notamment en raison de politiques de plus en plus unilatérales, posent des questions cruciales sur l'avenir des alliances mondiales. Les défis auxquels nous faisons face ne sont pas seulement militaires ou économiques, mais aussi politiques et diplomatiques. La réponse à ces défis pourrait bien façonner les relations internationales pour les décennies à venir.